Le message a été envoyé de Victoria à Québec. Le Canada opère un changement majeur, souvent considéré, à tort ou à raison, comme une puissance militaire secondaire qui comptait sur les États-Unis pour sa protection afin de maintenir une sorte de pacifisme étrange. Le Canada se prépare maintenant à la guerre que tout le monde redoute. Aucune restriction budgétaire n'est plus possible. Le Canada doit se réarmer, rebâtir ses capacités et s'assurer qu'il est prêt à affronter une menace russe qui se rapproche dangereusement d'un impact direct sur l'OTAN. Une nouvelle ère militaire débute au Canada et le pays envoie des signaux montrant qu'il est prêt à se battre. Le 6 juillet, le Premier ministre canadien, Mark Carney, s'est exprimé avant le sommet de l'OTAN, où il a rencontré des dizaines d'autres dirigeants des pays membres pour discuter de la manière dont le groupe devrait réagir à la situation géopolitique difficile créée par l'agression incessante de Poutine. Carney avait un message clair. Dans un monde plus dangereux et divisé, le Canada doit faire davantage pour se défendre, assurer sa souveraineté et soutenir ses alliés. Le Premier ministre du Canada a déclaré cela, avant d'ajouter que les décennies de décisions en matière de politique étrangère, qui ont façonné l'armée canadienne en partant du principe qu'elle serait toujours soutenue par son partenaire le plus puissant, sont révolues. Les hypothèses qui ont façonné des décennies de politique de défense et de politique étrangère canadienne ont été bouleversées. L'histoire revient en force. La dernière phrase est d'une vérité effrayante. Poutine a ravivé les horreurs de la guerre froide après 3 décennies, en envahissant l'Ukraine. La crainte est désormais qu'il étende son agression à une guerre touchant l'Europe et peut-être le reste du monde. Ici, nous assistons à un revirement total de la politique canadienne annoncée par Carney. Pendant des décennies, le Canada était vu comme l'un des maillons les plus faibles de l'OTAN, selon le Wall Street Journal. Le média a raison. Le pays a une longue histoire de ne jamais atteindre l'objectif de dépenses de défense de l'OTAN, fixé à 2% du produit intérieur brut, ou PIB, d'un membre. Encore en 2025, le Canada ne consacrait que 1,37% de son PIB à la défense, et il est régulièrement resté en dessous de l'objectif fixé par l'OTAN, depuis sa création en 2006. Cela a changé en 2026, et nous allons voir à quelle vitesse cela s'est produit. Mais la déclaration de Carney est plus que de la simple fanfaronnade de la part d'un pays qui a toujours eu le potentiel de devenir une grande puissance militaire. C'est une déclaration d'intention. Un signal adressé à tout ennemi potentiel à l'écoute que le Canada met fin à ses années de laisser-aller et de dépendance à sa position au sein de l'OTAN, et qu'il se prépare à devenir une force de combat puissante, prête à affronter n'importe quelle guerre qui se présentera. Ne vous y trompez pas, Carney veut que Poutine sache que le Canada se réveille. Il annonce une nouvelle approche que la FCEA internationale décrit en 3 phases. Reconstruire, réarmer et réduire la dépendance. Alors que le Canada prévoit d'investir 81 milliards de dollars pour moderniser son armée avec sa stratégie de l'industrie de la défense. Mark Carney a affirmé que l'ordre fondé sur des règles disparaît et que le Canada doit être prêt à tout ce qui viendra ensuite. Pour s'en assurer, le Canada a créé l'Agence d'investissement dans la défense, ou DIA, pour superviser sa nouvelle stratégie. Et cette agence se concentre sur 5 piliers qui permettront au Canada de revenir en force comme membre clé de l'OTAN. Ces piliers s'inscrivent dans les 3 phases mentionnées par l'AFCEA. Ils visent à renouveler les relations industrielles du Canada, privilégier la production nationale d'armes, investir dans l'innovation militaire, collaborer avec les partenaires nationaux et sécuriser les chaînes d'approvisionnement pour éviter les goulets d'étranglement nuisant à la défense du pays. Voici les bases, mais cela va plus loin. Abordons maintenant la reconstruction. Pour rivaliser avec la Russie ou tout autre ennemi, le Canada doit renforcer son armée pour devenir une force militaire compétitive. Cela commence par le recrutement, et c'est un domaine dans lequel le Canada commence à se distinguer. Politico indique qu'un grand changement se produit au Canada, la population répondant à l'appel de Carney pour une armée renforcée. Ce changement a entraîné une augmentation du nombre de Canadiens, en particulier parmi les jeunes générations, qui s'engagent dans l'armée canadienne. Au cours de l'année écoulée jusqu'à l'été 2026, on a constaté une augmentation de 13% des inscriptions, alimentée en partie par le fait que le Canada offre une augmentation de salaire de 20% à ses soldats et promet de meilleurs services sociaux, ainsi que des logements militaires améliorés pour ceux qui s'engagent. Le Canada n'avait pas forcément une armée faible auparavant. Global Firepower classe le pays au 28e rang des plus puissants parmi les 145 qu'il évalue chaque année. Cependant, pour une nation d'environ 40 millions d'habitants, une armée active de 63 500 soldats a toujours été un point sensible. Ce n'est tout simplement pas une armée assez grande en termes d'effectifs, surtout comparée aux États-Unis, et les Canadiens s'en rendent rapidement compte.
Politico indique que 63% des Canadiens estiment que le pays doit augmenter ses dépenses de défense, surtout après les tensions accrues avec les États-Unis, sujet que nous aborderons bientôt. La BBC indique aussi que moins de membres des forces armées canadiennes quittent l'armée, tandis que le recrutement augmente. Tout cela est essentiel à la phase de reconstruction de la transformation du Canada. Renforcer une armée exige d'abord la volonté du peuple. Le Canada semble disposer de cette volonté, ce qui lui donne une base solide sur laquelle construire. Et c'est ce que fait le Canada. Le Canada a créé un document stratégique de 58 pages pour exposer ses engagements de dépenses à venir d'ici 2035. Ces engagements comprennent 180 milliards de dollars consacrés aux achats et 290 milliards de dollars qui seront investis dans l'infrastructure de défense du pays. En somme, il s'agit de construire concrètement les armes et défenses nécessaires au Canada, s'il veut avoir une chance dans un conflit à venir. Euromiden Press indique aussi que le Canada adopte de nouvelles mesures pour contrer la menace de guerre hybride de pays comme la Russie. Selon l'ambassadrice sortante du Canada en Ukraine, Natalia Smots, le Canada a créé 2 programmes, avec ses partenaires, pour contrer la menace hybride. Le premier est une académie qui fournira au Canada un vivier d'analystes et garantira le partage d'informations entre le pays et ses partenaires de défense. Le second fonds servira à soutenir les victimes d'attaques hybrides, notamment celles qui ne peuvent résister aux tactiques de guerre hybride employées par la Russie, comme le piratage informatique. Encore une fois, il s'agit de travaux fondamentaux qui sont essentiels à la reconstruction. Mais en plus de la reconstruction, le Canada doit donc, comme toutes les armées voulant être respectées par les puissances menaçantes, se réarmer. Davantage de main-d'œuvre et de nouveaux programmes sont utiles, mais cela importe peu face à une armée russe plus nombreuse. Ce qui retiendra l'attention de Poutine et des ennemis du Canada, ce sont les armes, et en grand nombre. Avant de parler du réarmement dans la nouvelle approche de défense du Canada, rappel, vous regardez The Military Show. Nous réalisons des vidéos qui analysent la façon dont le pouvoir évolue et les dynamiques géopolitiques changeantes qui nous affectent tous. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour voir plus de nos vidéos quotidiennes. Parlons des dépenses. Le Canada accuse un retard depuis des années par rapport aux autres membres de l'OTAN, et 2026 marquera la première fois depuis longtemps qu'il atteindra l'objectif de dépenses de l'OTAN. Et ce n'est pas fini. Le Wall Street Journal indique que le budget de la défense du Canada pour 2025 prévoit 60 milliards de dollars de dépenses supplémentaires jusqu'en 2030 pour renforcer les forces armées du pays. Le Canada s'est aussi engagé à atteindre le nouvel objectif de l'OTAN, consacrer 5% du PIB aux dépenses d'ici 2035. Cela se fera en allouant 3,5% du PIB à la défense et 1,5% de plus à des investissements essentiels liés à la défense et à la sécurité, notamment des programmes contre la guerre hybride évoqués plus tôt. Certains critiquent le manque de transparence des dépenses de défense du gouvernement canadien, bien que le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, ait promis plus de détails à l'avenir. Aucune raison de douter de Champagne. Nous avons aussi plusieurs indices sur les secteurs où le Canada dépensera beaucoup dans le volet réarmement du plan. Le Canada cherche à s'intégrer activement au plan de défense européen. En décembre 2025, le Canada a réussi à conclure un accord final pour rejoindre le programme SAFE, ou Action de sécurité pour l'Europe, de l'Union européenne. Politico décrit ce programme de 171 milliards de dollars comme un système de prêt pour l'achat d'armes. Il offrira au Canada l'accès à des projets financés conjointement et aux entreprises canadiennes la possibilité de soumissionner dans le cadre du programme SAFE. Le programme soutient plusieurs piliers du nouveau plan de défense du Canada, notamment le renforcement des relations avec les partenaires et le développement du secteur national de l'industrie de défense. Mais ce n'est qu'un début. En ce qui concerne les dépenses directes pour de nouvelles armes, le Canada s'est lancé dans une sorte de frénésie d'achat ces derniers temps. Les gros titres sont tombés le 6 juillet. À ce moment, la nouvelle est tombée. Le Canada achète 12 sous-marins à l'Allemagne, le plus gros contrat de ce type selon la BBC. Cet accord aide le Canada à gérer un grave problème naval. Seul un des 4 sous-marins en service est opérationnel. Cela renforcera aussi le développement par le Canada de sa capacité de production de défense. L'accord, qui a été conclu mais pas encore officialisé, a vu le Canada choisir TKMS comme fournisseur de ses sous-marins. Cette entreprise construit des sous-marins non nucléaires, dont le Canada n'investira pas dans des submersibles très haut de gamme. Mais ce n'est pas l'essentiel.
L'essentiel est que le Canada investisse enfin, après des années, à laisser sa marine avec des sous-marins inadéquats. Une fois terminé, ces 12 sous-marins permettront au Canada d'avoir 3 sous-marins opérationnels à tout moment, ce qui laissera la place à l'entretien et à la maintenance des autres sous-marins. Et les sous-marins auront des capacités d'opération sous la glace. Pour un pays prévoyant un conflit avec la Russie en Arctique, c'est essentiel. L'accord débute à peine, et on ignore encore combien le Canada dépensera ni quand il recevra les sous-marins. Mais 12 sous-marins ne sont pas bon marché, et en continuant sur cette lancée de dépenses, il y a d'autres accords qui nous montrent comment le Canada réarme activement son armée. Le Wall Street Journal indique qu'en juin, le Canada a signé un accord de 1,76 milliard de dollars avec l'Australie pour acheter un système radar transhorizon, qui devrait également devenir un élément clé des plans du pays pour défendre ses intérêts dans la région arctique. Il y a également des suggestions selon lesquelles le Canada envisagerait d'acheter des avions de chasse Gripen à la Suède, à la suite d'une visite de la famille royale suédoise au Canada. Cette rumeur survient après que le Canada a mis en suspens, en 2025, un accord visant à acheter 88 F-35 aux États-Unis, en raison des tensions politiques que nous avons évoquées. Ce n'est pas tout. En mars, il a été rapporté que le Canada avait conclu un accord de 307 millions de dollars avec Colt pour acheter 30 000 nouveaux fusils pour l'armée qui seront tous fabriqués au Canada. Cet accord comprend une option d'achat de 35 000 fusils supplémentaires, et il permettra au Canada de remplacer les fusils qu'il utilise depuis 35 ans. On se débarrasse de l'ancien pour adopter le nouveau, tout en donnant un coup de pouce supplémentaire à la fabrication nationale du Canada. En plus de tout cela, et malgré les tensions avec les États-Unis, le Canada a confirmé en juin qu'il achètera 26 lance-roquettes HIMARS dans le cadre d'un accord de 2,6 milliards de dollars qui comprend également des munitions, de la formation, du soutien et des pièces de rechange. Ce que nous voyons ici, c'est que le Canada met ses paroles en acte concernant ses investissements. Et ce n'est qu'un début. En 2026, le Canada commence à respecter ses obligations envers l'OTAN et augmentera désormais ses dépenses. De nouveaux sous-marins, avions de chasse, fusils, radars et lance-roquettes vont tous renforcer et moderniser une armée qui est restée stagnante trop longtemps. Au cours des prochains mois et années, nous nous attendons à entendre beaucoup plus parler des milliards de dollars que le Canada consacre à de nouvelles armes. Avec cela, nous arrivons au dernier des 3 volets de l'approche du Canada, la dépendance. Plus précisément, il s'agit de quelque chose que nous avons déjà abordé à plusieurs reprises. Le Canada essaie de découpler sa défense de celle des États-Unis autant que possible, afin de pouvoir voler de ses propres ailes. Cela ne veut pas dire que les relations entre les États-Unis et le Canada seront totalement rompues. Le Canada n'achèterait pas de lanceurs HIMARS dans ce cas. Nul ne peut le nier. La diplomatie entre les deux nations nord-américaines a connu des hauts et des bas depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et ce bouleversement a montré au Canada qu'il ne peut pas toujours supposer que les États-Unis seront prêts et disposés à se battre pour défendre leurs voisins du Nord si le besoin s'en fait sentir. La relation jadis jugée inébranlable s'est avérée plus fragile que prévu, quelques jours après l'arrivée de Donald Trump à la présidence. L'administration Trump a imposé des droits de douane au Canada en février 2025, affirmant que le Canada devait faire davantage pour lutter contre l'immigration illégale et l'entrée de fentanyl par la frontière. Dans les mois suivants, Donald Trump a évoqué l'annexion du Canada. Les propos de Donald Trump ont inquiété de nombreuses personnes, plaisanterie ou non. Carney a parlé d'une rupture géopolitique, et même avec l'augmentation de ses dépenses, le Canada a été critiqué par le Pentagone. En mai, Elbridge Colby, qui est le sous-secrétaire à la défense chargé de la politique au Pentagone, a prononcé une critique cinglante contre le Canada, affirmant que le pays n'a pas fait de progrès crédibles concernant ses engagements en matière de défense. Au vu de tout ce que nous avons évoqué dans cette vidéo, c'est clairement faux et n'améliore pas les relations. Les États-Unis ont aussi annoncé la suspension de leur participation au Conseil permanent conjoint de défense pour réévaluer l'utilité de ce forum pour la défense commune nord-américaine. Apparemment, permanent n'était qu'une suggestion. Ce conseil consultatif sur la sécurité continentale existe depuis 1940 et le fait que les États-Unis en suspendent la participation, sans pour autant s'en retirer, est un autre signal que le Canada a pris très au sérieux. Le Canada ne se prépare pas uniquement à la guerre, mais aussi à un futur où son partenariat de longue date avec les États-Unis pourrait ne pas suffire en cas d'attaque. Donc ce que nous voyons dans tout cela, c'est que le Canada envoie ses propres signaux. Malgré les critiques, le Canada investit. Son armée se renforce chaque mois, tandis que le Canada se prépare à une guerre qu'il espère éviter mais pour laquelle il doit être prêt. Contre qui cette guerre serait-elle menée ? La question se pose-t-elle vraiment ? Au Canada, le débat porte désormais sur le moment où une guerre avec la Russie pourrait débuter, non sur sa possibilité. Soyons clairs,
il est improbable que Poutine envoie des soldats envahir le Canada, du moins pas avant longtemps. Quelle que soit la guerre qui se profile au-delà de l'Ukraine, elle se déroulerait d'abord en Europe. Le Canada, comme beaucoup de pays européens visés par Poutine, est membre de l'OTAN. Si Poutine envahit la Pologne ou agit agressivement dans les États baltes ou nordiques, le Canada sera probablement sollicité pour apporter son soutien. Il y a aussi le facteur arctique mentionné plus tôt. Avec l'ouverture des routes maritimes du Nord, Russie et Canada cherchent à faire valoir leurs revendications. Des points de friction vont émerger, et le Canada doit défendre ses intérêts pour éviter que la Russie ne prenne le dessus. Il faut aussi noter que le Canada a envoyé environ 2000 soldats en Lettonie pour l'opération Réassurance, et toute attaque contre eux serait vue comme une attaque contre le Canada. La Russie a aussi vivement condamné le Canada ces dernières semaines, accentuant la tension géopolitique qui préoccupe Carney et son équipe. Le 10 juin, la Russie a traité le Canada de va-t-en-guerre et menacé de riposte après l'accord de production de drones signé avec l'Ukraine. Les menaces russes sont fréquentes dès qu'un pays agit contre la volonté de Poutine. Le fait que Poutine menace aussi directement le Canada montre qu'il ne craint pas la réaction des États-Unis qui aurait normalement suivi une telle intimidation. La véritable nature d'un État loin d'être épris de paix a été révélée, mais plutôt celle d'un va-t-en-guerre, cherchant par tous les moyens à alimenter davantage ce conflit sanglant. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que la Russie se réservait le droit de répondre comme il se doit après l'accord. En résumé, le Canada a raison de se préparer à un affrontement. La Russie semble déterminée à en déclencher un. Concernant l'OTAN, le Canada doit aussi être prêt à s'imposer si Poutine attaque un membre de l'OTAN en Europe. La Russie a provoqué les États baltes et nordiques, ainsi que la Pologne à la fin juin et au début juillet. Les États-Unis ont averti la Pologne que la Russie préparait une action majeure, d'une attaque de drone à une incursion terrestre dans les prochaines semaines. Certains au sein de l'OTAN, dont le chef de l'armée allemande Christian Freuding, estiment que la Russie ne pourra attaquer un membre de l'OTAN qu'à la fin de la décennie. Si cela se produit, l'article 5 sera déclenché, et le Canada sera obligé de venir en aide à l'État envahi. Dans le passé, le Canada n'aurait pas été prêt, mais cela est en train de changer. Le Canada se prépare maintenant à jouer son rôle dans la guerre que tout le monde craint de voir arriver, et ces préparatifs ne font que commencer. À mesure que les dépenses augmentent, le Canada va se transformer d'un petit acteur militaire en une puissance avec laquelle il faudra compter, et il le fera avec ou sans la relation spéciale qu'il entretient avec les États-Unis depuis des décennies. Pour l'Ukraine, un Canada renforcé signifie une OTAN plus forte, ce qui est positif alors qu'elle se défend contre l'invasion russe. En parlant de l'OTAN, l'Alliance a fait quelque chose d'énorme qui pourrait presque garantir que l'Ukraine pourra continuer à se battre pendant des années. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer ce que The Military Show vous réserve. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.